Aucun semencier ne peut se présenter devant vous, devant des agriculteurs, devant des paysans, devant le public en disant quelle horreur que les plantes et les animaux se reproduisent dans le champ du paysan. C'est une injustice abominable. Mon but, c'est de stériliser le vivant pour justement séparer cette production de la reproduction. Il ne peut pas dire ça. Par conséquent, cette guerre au vivant est restée secrète. Jusqu'à quand? Jusqu'en 1998, avril 98, mars 98, il y a quelques jours, vous voyez, c'était l'anniversaire. Hein. Donc, lorsque le ministère américain de l'Agriculture, c'est-à-dire la recherche soi-disant publique, et une firme privée ont déposé un brevet dénommé brevet sur le contrôle de l'expression des gènes, que vous connaissez sous le nom de Terminator. Terminator est une technique de transgénèse qui permet de fabriquer des semences qui vont germer normalement, la plante va pousser normalement, va faire des fleurs normalement, mais au moment où le germe de la graine se forme, eh bien, la plante a été programmée, manipulée, de telle façon qu'elle va tuer le germe du grain en formation. C'est-à-dire que la plante, en quelque sorte, suscite sa descendance. C'est Terminator. Et Terminator est, de mon point de vue, le plus grand triomphe de la biologie appliquée à l'agriculture depuis 150 ans pour les plantes, puisque ça fait 150 ans pour les plantes que, très précisément, derrière un véritable rideau de fumée, les sélectionneurs cherchent à obtenir ce résultat. Séparer, encore une fois, la production de la reproduction. Le ministère de l'Agriculture des USA n'est pas le seul à avoir bricolé dans le champ des chimères génétiques. L'INRA français, grâce à l'argent des contribuables, collabore depuis près de 30 ans avec les multinationales pour créer des légumes chimériques. L'autre jour en Ardèche, donc, on a un contact, un gars qui me dit, donc, il y a 10 ans en arrière, il faisait des tomates biotech dans des serres. Vous savez, les tomates, ça monte à 5 ou 10 mètres de hauteur. Là, on n'est pas au niveau des OGM, bien qu'on ne sait pas. Hein, c'était du long life. Hein. Donc aujourd'hui, entre le long life qui est du biotech conventionnel et le long life qui est de l'OGM, qui va savoir quand les semences viennent d'ailleurs? Premier point. Second point, le gars, ils allaient chercher en camion des pesticides interdits en Espagne qui arrivaient du Maroc. Si les gars déjà sont dans l'illégalité la plus formelle au niveau des pesticides, qu'est-ce qui va les empêcher de faire transiter par l'Espagne des semences OGM interdites? Vous savez depuis quand sont les OGM sur la planète? Vous allez au Mexique, au Chili, 1982, 1984, vous aviez déjà des OGM partout. Donc quand vous voyez que l'Imagrin, avec l'INRA, fait des travaux en 1982-84 au Chili pour faire du melon transgénique, qu'est-ce qui va nous prouver qu'il n'y ait pas, et qui est commercialisé au Chili ensuite, qu'est-ce qui va nous prouver qu'il n'y ait pas des melons ici? Vous avez vu ce qui se passe en Espagne au niveau des OGM? Quand je vois un voisin en Ardèche, ça je l'ai cité je crois l'autre jour, qui fait une graine de courgette, hybride et fin. Je lui demande quel est le nom de la variété, il me dit je ne sais pas. Donc je dis quand même, non, il dit je ne sais pas, je reçois 2 lignes pour faire mon hybride dans mon champ. Et je lui dis les 2 lignes elles viennent d'où? Du Chili. Comme par hasard, 2 lignes de courgettes qui arrivent au Chili, du Chili, pour faire un hybride et fin ici en France qu'on va distribuer aux paysans français. Quand j'entends Chili, j'ai les oreilles qui font gling-gling. Il n'y a pas eu que Pinochet au Chili. Le GNIS, le Groupement National Interprofessionnel des Semences, est un organisme hybride créé en 1941 par le maréchal Pétain. Le GNIS est une interprofession des semenciers français dont les permanents sont des fonctionnaires avec parfois même la double casquette de la répression des fraudes. J'étais au salon d'agriculture la semaine passée, je m'étais déguisé, j'avais enlevé mon écharpe pro, je suis très reconnaissable en France et j'avais mis des grandes lunettes de soleil. On a réussi à s'infiltrer, on a filmé avec un copain journaliste la signature de la convention entre la direction au ministère de l'Agriculture qui s'occupe de l'enseignement et le GNIS, le Groupement National Interprofessionnel des Semences. Le GNIS est formel, les OGM, c'est l'avenir. Les jeunes vont se retrouver effectivement forcément dans leur vie professionnelle confrontés à ce problème d'acceptabilité des OGM par la population. Donc il faut qu'ils sachent concrètement ce que c'est qu'un OGM déjà, et puis il faut qu'ils sachent que c'est une technique comme une autre, qu'elle peut permettre dans certains cas de résoudre des problèmes techniques, et donc le résultat de la production d'une variété OGM n'est pas différent de celui d'une variété hybride classique. Donc tout ça, il faut qu'ils l'enregistrent, qu'ils le comprennent bien et qu'ils soient capables de l'expliquer. C'est très important pour nous parce que c'est vrai que la France en ce moment prend beaucoup de retard en matière
en matière d'OGM, en matière de recherche, il faut vraiment que les jeunes soient convaincus que cette technique est une technique importante pour l'avenir. Malgré que tous les maïs Monsanto 810 aient été interdits par le gouvernement français, le catalogue 2007 du CNIS, qui dicte de façon péremptoire la liste des variétés permises à la culture, eh bien ce catalogue 2007, qui prévaut pour l'année de culture 2008, liste une dizaine de variétés de Monsanto 810. C'est le comble du comble. Le CNIS, qui a harcelé l'association Cocopelli pendant de nombreuses années pour distribution de variétés non inscrites dans le catalogue national, le CNIS légalise dans son catalogue pour l'année 2008 des variétés interdites par le gouvernement. Comprenne qui pourra. N'est-ce pas un cas avéré d'incitation aux troubles de l'ordre public? Les fonctionnaires du CNIS prônent la désobéissance civile qu'attend l'État souverain pour sévir. En mai 2007, Maurice Coudouin avait été condamné à verser 5 000 € à la partie adverse. Il avait demandé à la justice d'interdire à un agriculteur de semer du maïs OGM, considérant que le pollen récolté par ces abeilles serait pollué. On en croit le docteur Bonmatin du CNRS, j'y reviens. Il a déclaré devant plusieurs tribunaux, notamment en Orléans, à Marmande, qu'en fin de compte, ce maïs n'était pas résistant, comme le prétendent les promoteurs du maïs BT. La pyrale le mange tout aussi bien que l'autre, mais elle en meurt. Donc il n'est pas résistant, il est toxique. Il tue la pyrale, il est insecticide. Une plante qui est résistante à un insecte, c'est une plante qui vient se faire sucer par l'insecte, l'insecte repart, et voilà, et la plante, ça lui fait ni chaud ni froid, et l'insecte s'en va. Mais le maïs BT, Monsanto 810 ou toutes les plantes BT, l'insecte qui vient sucer la plante, il repart pas. Hein. Il tombe au pied de la plante, il meurt. Donc la plante, elle n'est pas résistante, elle est insecticide. Il est toxique. La seule différence, c'est qu'au lieu que l'agriculteur soit obligé d'apporter le pesticide, soit par épandage, soit par enrobage des semences, c'est la semence elle-même qui va initier la toxine, qui va avoir un impact sur les parasites du maïs. Alors, ce principe d'action de cette toxine, il est connu. On dit qu'il provoque la lyse du système intestinal, du système digestif des larves de pyrale de ses amis. La lyse, c'est un mot scientifique qui veut dire qu'en fait, il perfore la paroi intestinale des larves de pyrale. Jusqu'à présent, on ne veut pas admettre que le même processus existe sur les larves d'abeilles. Dans un premier temps, la filière maïs a refusé pendant des décennies d'admettre que l'abeille était présente sur maïs. On a fini par les mettre devant le problème, le fait accompli. Ils ont fini par nous dire que bon, elle récoltait le pollen de maïs, encore fallait-il qu'elle le consomme. Alors, le maïs OGM BT n'est pas visité par l'abeille pour faire du miel. Il n'y a pas de production de nectar, du moins de nectar accessible sur la fleur de maïs. Par contre, l'abeille va chercher le pollen dans des proportions qui sont tout à fait... qui dépassent ce que l'on peut imaginer. Pour vous donner un chiffre précis, on a positionné des ruches à proximité de 30 hectares de maïs pour démontrer la présence de l'abeille sur maïs. À l'époque, c'était dans le cadre de l'affaire Gauchot. On a vidé les tiroirs des trappes à pollen à 9h précises le matin. Et à 11h15, on avait des ruches qui avaient 220 grammes de pollen dans les trappes. C'était colossal. Et en fait, on avait, en proportion de pollen de maïs, c'était de l'ordre de 98%. Il y avait quelques graines de tournesol, quelques graines de sorgho, de ronces, mais à 98%, on était en présence de pollen de maïs. La moindre des choses serait donc qu'elle soit évaluée comme un insecticide. Eh bien, ce n'est pas le cas, donc on est dans une carence d'évaluation. Mais nous, on n'était pas capable, par rapport à la traçabilité, à la réglementation, on n'était pas dans les clous. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire à nos clients, oui ou non, ce pollen est exempt, ou il contient plus ou moins de 0,9% d'OGM. On n'était pas capable de dire ça. Et c'est grave, quoi. Ça pose un problème de liberté d'entreprise. Et je ne vois pas pourquoi des gens qui ont décidé de faire pousser des OGM, donc dans ce cas-là c'était du maïs, mais c'est pareil pour autre chose, je ne vois pas pourquoi une filière préempterait la liberté d'entreprendre d'une autre filière. Pourquoi ? Il faut qu'on m'explique encore.